Le vent hurle sur l'immensité du vide, charriant avec lui la morsure de la glace et les murmures d'une terre ancestrale. Les montagnes s'élèvent telles des forteresses déchiquetées, leurs sommets couronnés de neiges éternelles, projetant des ombres qui s'étendent sur des vallées sculptées par des glaciers depuis longtemps retirés. La terre est rude, impitoyable, et pourtant d'une grandeur époustouflante, un lieu où la survie elle-même est un acte de défi. Du silence s'élève un grognement profond et résonnant. Un grizzly, dont la carrure massive tremble sous une force brute, s'enfonce dans la terre à la recherche de racines cachées sous le givre. Juste au-delà de la limite des arbres, des yeux jaunes brillent dans l'ombre. Des loups, maigres et affamés, observent, attendent. En Alaska, il n'y a pas de recoin sûr. Chaque pas, chaque son, chaque battement de cœur résonne aux oreilles du prédateur comme de sa proie. Le ciel n'est pas non plus un sanctuaire. Un pigargue à tête blanche fend l'air glacial, ailes déployées, serres en l'air. D'un seul coup, il attrape un poisson dans le courant déchaîné, sa victoire annoncée par un cri strident qui transperce la nature sauvage. En contrebas, dans la toundra, un lynx est tapi, silencieux comme la neige, les yeux rivés sur le corps tremblant d'un lièvre. Ici, la vie ne se gagne pas par hasard, mais par un instinct aiguisé au fil des millénaires. Dans ce royaume de glace et de pierre, les combats se déroulent en silence et dans les rugissements, en embuscades et en confrontations ouvertes. L'affrontement des prédateurs est plus qu'une simple question de survie, c'est le rythme éternel de l'Alaska. Bienvenue en Alaska, le pays où règnent les prédateurs et où chaque souffle pourrait être votre dernier. L'Alaska n'est pas une terre d'égalité. C'est un théâtre de conflits où chaque prédateur doit revendiquer sa place sous peine d'être dévoré par un autre. Ici, les lois de la nature sont brutales, intransigeantes et absolues. Un loup solitaire ne peut abattre un caribou. Mais ensemble, une meute forme une force coordonnée, coupant, chassant et usant ses proies jusqu'à ce que l'épuisement les tue. Face à une telle stratégie, même les plus grands herbivores ont peu de chance. Pourtant, les loups, eux aussi, doivent s'incliner devant la puissance du grizzly. Lorsque l'ours se lève, sa silhouette imposante projette une ombre qu'aucun loup n'ose défier directement. Leurs conflits sont légendaires, féroces, sanglants et souvent décisifs. Mais la domination ne se mesure pas seulement par sa taille. Le carcajou, petit mais intrépide, est connu pour foncer tête baissée sur les loups et les ours, s'emparant de carcasses bien plus grandes que lui. Sa férocité peut rivaliser avec la force brute. L'intelligence, elle aussi, fait pencher la balance. Les corbeaux, rusés filous du ciel, harcèlent les chasseurs, les distraient et leur volent leur butin. En Alaska, aucun prédateur ne combat seul. Chacun s'inscrit dans un réseau complexe de rivalités, de compétitions et d'alliances précaires. Au-delà des forêts et de la toundra, les combats se déplacent vers l'océan. Les orques, chasseurs de pointe des profondeurs, orchestrent leur chasse avec une précision qui rivalise avec celle des loups. Les phoques s'élancent désespérément sur les vagues. Les otaries s'affrontent dans des luttes de domination. Et les saumons affluent en nombre, nourrissant presque toutes les créatures terrestres et marines. L'Alaska est un creuset où les prédateurs se rencontrent, où la domination est toujours temporaire et où l'équilibre des pouvoirs change à chaque saison. Ce n'est pas une nature sauvage ordinaire. L'Alaska est une terre d'extrême, une vaste frontière qui s'étend à travers la toundra, la taïga, les fjords et les mers gelées. L'été baigne le pays d'une lumière infinie, peignant l'horizon d'or et de feu, tandis que l'hiver l'enveloppe d'obscurité, de silence et d'un froid qui écrase tous, sauf les plus forts.
Au nord, l'océan Arctique, enfermé dans les glaces, abrite des ours polaires qui rôdent sur la banquise à la recherche de phoques. La toundra s'étend à perte de vue, où des troupeaux de caribous migrent par milliers, traqués sans relâche par les loups. Plus au sud, des forêts denses abritent lynx et orignaux, tandis que les rivières rugissent du saumon, élément vital de l'écosystème. Ici, les grizzlies se rassemblent en force, chaque coup de griffe modifiant le destin d'innombrables poissons. Les côtes racontent une autre histoire. D'imposantes falaises surplombent des eaux agitées par les tempêtes, lieu de nidification d'aigles et de mouettes. Sous les vagues, des forêts de varechs se balancent au rythme des loutres, tandis que les eaux profondes abritent des requins, des baleines et les polars, toujours en patrouille. Chaque recoin de ce territoire, du sommet des montagnes à la fosse océanique, est sculpté par la lutte et défini par la survie. Pour tout prédateur, l'opportunité est éphémère. Un instant d'hésitation peut entraîner la famine, et même les chasseurs les plus redoutables doivent constamment s'adapter au rythme changeant des saisons. C'est ici, sur fond de glaciers et de tempêtes, que les prédateurs d'Alaska écrivent leurs histoires. Certaines sont des récits de ruse, d'autres de force brute, mais toutes participent de l'éternelle bataille qui définit ce territoire. Des forêts aux mers glacées, des rivières aux cieux, les prédateurs de l'Alaska nous guettent. Suivons leurs traces et assistons aux batailles qui façonnent ce monde sauvage. La rivière grouille de vie. Des reflets argentés percent la surface tandis que les saumons, poussés par un instinct ancestral, remontent le courant à contre-courant. Leurs corps bondissent en signe de défi, battus par les rochers et l'écume, déterminés à atteindre les ruisseaux qui les ont vus naître. Mais pour beaucoup, ce voyage s'achèvera ici, entre les mâchoires du plus redoutable chasseur d'Alaska. Debout au bord de l'eau, un géant surgit, le grizzly. Son pelage hirsute ruisselle de brume, ses muscles se déploient sous des couches de fourrure et de graisse, un corps taillé pour endurer la faim comme la famine. D'un seul coup de patte, la rivière explose et sombre, l'eau se disperse en arcs scintillants tandis qu'un saumon est projeté dans les airs impuissant. En un instant, l'ours se crispe, les dents transperçant la chair, les yeux plissés par la satisfaction de la victoire. Chaque année, les rivières d'Alaska deviennent le théâtre de ce rituel primitif. Les grizzlies se rassemblent en nombre, leurs corps massifs bordant les eaux peu profondes, chacun déterminé à s'emparer du festin qui les nourrira pendant le long hiver à venir. Les oursons, encore maladroits par leur inexpérience, imitent leur mère, barbotant maladroitement sur les poissons qui s'élancent hors de portée. L'air s'emplit du rugissement de l'eau, des cris des mouettes et des grognements gutturaux des ours défendant leur prise. Mais le grizzly n'est pas qu'un simple pêcheur. Sur la toundra, sa puissance prend une autre forme, prédateur, charognard et maître du territoire. Les jeunes orignaux, trop lents à s'échapper, succombent à sa poursuite incessante. Les carcasses abandonnées par les loups deviennent son festin. Aucune créature, pas même les loups eux-mêmes, n'ignore la présence d'un ours. Sa domination est indéniable et sa faim insatiable. Pourtant, même le grand ours n'est pas invincible. Là où le saumon remonte, les loups le suivent souvent. Patiente et rusée, la meute s'attarde à l'orée de la forêt, le regard ambré rivé sur la berge. Elle guette une occasion, des restes laissés derrière elle, une chance de tester la détermination de l'ours ou un moment où son attention se détourne. Pour le grizzly, la survie est une entreprise solitaire, définie par la force brute. Pour les loups, la survie repose sur l'unité, la stratégie et le nombre. Leur puissance est différente, elle ne s'épanouit pas dans l'isolement, mais en meute. Et ainsi, là où le rugissement de la rivière s'estompe dans l'ombre de la forêt, un autre prédateur se prépare à frapper, le loup gris. Du silence de la forêt, un son perce l'air du soir, grave, obsédant et reconnaissable entre mille.
le hurlement d'un loup. Une voix se transforme en deux, puis en trois, jusqu'à ce que la nuit vibre du cœur d'une meute entière. Ce n'est pas une simple communication, c'est une déclaration, un avertissement aux rivaux, un appel à la chasse et une promesse d'unité. En Alaska, la survie n'est pas l'affaire d'un seul loup, mais de la meute. Ensemble, ils émergent de la lisière des arbres, corps élancés, bâtis pour l'endurance, pattes silencieuses enfoncées dans la neige, yeux brillants comme des lanternes ambrées dans le crépuscule. Contrairement à la force brute du grizzly, les loups font preuve de stratégie. Chaque mouvement est calculé, chaque regard est compris sans un bruit. Leur proie est proche. Un troupeau de caribous dérivant prudemment à travers la toundra, méfiant envers les prédateurs qui ne chassent jamais en silence. La chasse ne commence pas par une charge, mais par la patience. Les loups suivent le troupeau, l'isolant de la sécurité de la forêt. Les plus faibles sont surveillés, les boiteux, les vieux, les veaux qui s'approchent trop près de la lisière. Une soudaine accélération, un claquement de dents bien placé, et le troupeau est pris de panique. La neige jaillit sous les sabots martelés tandis que les loups se déploient, épuisent leur proie. Un caribou trébuche, les pattes tremblantes, le souffle embrumé dans l'air froid. La meute se déplace à l'unisson, encerclant l'animal, le harcelant, l'épuisant par une poursuite acharnée. La poursuite est impitoyable, mais efficace. Le caribou s'effondre et les loups se rapprochent, leur faim satisfaite par un déchaînement de dents et de grognements. Mais le butin de la toundra est toujours convoité. Les corbeaux volent au-dessus de nos têtes, hurlant, attendant les miettes. Au loin, une faible odeur d'ours flotte dans le vent. Les loups connaissent le prix à payer pour défendre trop longtemps une proie. Ils dévorent rapidement, déchirant la chair avec l'urgence de prédateurs qui comprennent que la victoire est éphémère. Pourtant, la force d'une meute de loups ne réside pas seulement dans la chasse, mais aussi dans le lien qui en découle. Les petits sont nourris, surveillés et éduqués. Les plus âgés sont soignés, leur sagesse préservée dans chaque attaque coordonnée. La meute est plus que des prédateurs, c'est une famille, unie par la loyauté et la survie. Pourtant, même dans ce monde de stratégie et de chiffres, il existe des chasseurs solitaires. Dans l'ombre de la forêt, leurs pattes coussinées ne laissent aucune trace, leurs oreilles touffues frémissent au moindre bruit, et leurs yeux ambrés se fixent sur des proies plus petites et plus rapides. Là où les loups comptent sur l'unité, un autre prédateur prospère dans la solitude. C'est le royaume du lynx, silencieux, patient et mortel. Au cœur des forêts boréales d'Alaska, le silence règne. La neige drape le paysage tel un linceul blanc, étouffant chaque son, absorbant chaque écho. Dans ce silence, seuls les mouvements les plus ténus trahissent la présence d'un chasseur. Deux oreilles touffues surgissent au-dessus de la neige, pivotant avec précision. Ses yeux jaunes, bordés de noir, se fixent sur un bouquet de branches tremblantes. C'est le lynx, solitaire, insaisissable, l'incarnation même de la patience. Contrairement aux loups qui chassent en meute coordonnée, le lynx est un artiste de la solitude. Chaque pas est un murmure sur le sol gelé, chaque pose est calculée. Ses pattes surdimensionnées répartissent leur poids sur la neige, le portant silencieusement, presque fantomatiquement, à travers un monde où un son erroné peut coûter un repas. Sa proie, le lièvre d'Amérique, se fond presque parfaitement dans son environnement, passant du brun au blanc au fil des saisons. Seuls les yeux du lynx, perçants et inflexibles, peuvent capter le léger battement de moustache, le tic nerveux d'une oreille de lapin. Le lynx s'abaisse, chaque muscle tendu comme un arc bandé. La forêt retient son souffle. Puis, en un instant, le silence se brise. Le lynx bondit, un flou de fourrure et de griffes fendant la neige avec une puissance explosive. Le lièvre s'élance, zigzagant sauvagement, mais les longues pattes du lynx bondissent en avant avec un rythme parfait. D'un dernier bond, le prédateur porte son coup. La neige explose en une gerbe blanche et le silence revient aussi vite qu'il a été brisé. Pour le lynx, de telles victoires sont vitales.
Son existence dépend du lièvre d'Amérique, une proie dont le nombre fluctue selon des cycles qui façonnent son destin. En période d'abondance, le lynx prospère. En période de disette, la faim marque la forêt de son empreinte, forçant le prédateur à étendre son territoire, à prendre des risques et à survivre au bord de la famine. Bien que rarement aperçu, le lynx inspire un respect discret aux prédateurs d'Alaska. Il ne demande d'autres territoires que l'ombre, d'autres alliés que son propre instinct. Pourtant, même ce maître du silence ne peut échapper à la concurrence. Le lièvre qu'il capture peut aussi nourrir les regards perçants qui survolent le ciel. Car en Alaska, le danger ne vient pas seulement du sol, mais aussi du ciel. Au-dessus de la cime des arbres, ailes déployées sur l'horizon gelé, un autre chasseur observe. Sa vision est plus perçante que la furtivité du lynx. Sa frappe aussi précise qu'une lame tombée du ciel. Là où le lynx règne sur le sol de la forêt, le ciel appartient à un autre, le pigargue à tête blanche. Le chasseur silencieux cède à l'assassin ailé, et la bataille des prédateurs s'élève dans les airs. Au-dessus des rivières d'Alaska, là où les eaux glacées creusent leur chemin à travers des forêts infinies, une ombre plane sur le paysage. Ses ailes s'étendent, aussi larges que les bras d'un homme, captant les courants d'air invisibles avec une grâce naturelle. Ses yeux, dorés, perçants, fixes, scrutent la terre avec une vision 8 fois plus perçante que la nôtre. C'est le pigargue à tête blanche, monarque des cieux, emblème même de la nature sauvage. Il tourne silencieusement, sentinelle céleste, jusqu'à ce que la rivière en contrebas jaillisse de ses eaux argentées. Les saumons se débattent contre les rapides, chacun de leurs bonds étant une tentative désespérée de tromper le destin. Mais pour l'un d'eux, le destin se décide d'en haut. L'aigle replie ses ailes, tombe du ciel dans un tourbillon de plumes et de fureur, et s'écrase à la surface, serre déployée. L'eau explose. Un poisson solitaire est soulevé, se tortillant, luisant, sa vie s'achevant sous l'emprise d'acier du prédateur. L'aigle s'élève, ruisselant d'embrun, son cri fendant le silence. Un hymne perçant qui résonne à travers vallées et crêtes. Perché sur une branche, il dévore sa proie, déchirant la chair d'un bec courbé comme une faux. Autour de lui, la forêt s'agite. Un renard rôde à la lisière des arbres, guettant des miettes. Les corbeaux se rassemblent avec impatience, prêts à tester la domination de l'aigle. Mais le pigargue à tête blanche est plus qu'un simple pêcheur de rivière. C'est un voleur, audacieux et opportuniste. Avec un œil perçant, il guette les chasseurs en contrebas. Un loup traînant sa proie, un lynx serrant un lièvre, voire un ours dévorant un saumon. Au moment opportun, l'aigle fond sur lui, battant des ailes dans l'air, poussant des cris féroces en dérobant ce qu'il n'a pas tué. Après tout, la survie n'est pas liée à l'honneur. En Alaska, la ruse rivalise souvent avec la force. Mais la ruse a de multiples visages. Et parmi les charognards de la terre, aucun n'est plus redouté que le carcajou. Petit par la taille, mais immense par la férocité, le carcajou défie même l'aigle pour des lambeaux de chair. Là où l'oiseau règne sur les cieux, le carcajou domine les ombres du sol forestier. Pour l'instant, l'aigle observe, ses ailes scintillant dans la lumière déclinante. Mais l'air est chargé de rivalité, car chaque prédateur ici sait que la victoire d'aujourd'hui peut être volée demain. Et sur la neige, avançant à travers le silence avec des mâchoires plus fortes que l'acier, attend une créature bien plus petite mais bien plus téméraire, le carcajou. Dans le silence blanc et infini de l'arrière-pays de l'Alaska, une ombre se glisse entre les pins chargés de neige. Ras du sol, large d'épaules, la démarche lourde et tranquille, une créature redoutée non pas pour sa taille, mais pour son audace. Le carcajou.
À peine de la taille d'un chien de taille moyenne, mais pourtant bardé de muscles et d'agressivité, le carcajou s'est forgé une réputation qui frise le mythe. Sa fourrure est dense et résistante au gel, et ses mâchoires peuvent broyer les os avec aisance. Mais ce n'est pas seulement sa force brute qui fait craindre cet animal, mais son audace inébranlable. Une carcasse gît à moitié enfouie dans la neige, les restes gelés d'un orignal abattu quelques jours auparavant par des loups. Les loups ont disparu, chassés par l'arrivée d'un grizzly. L'ours s'est nourri jusqu'à ce que sa faim s'apaise et s'est éloigné, laissant derrière lui des lambeaux de tendons et de peau. Pour la plupart des charognards, ce qui reste ne vaut guère le risque. Pour le carcajou, c'est un festin. Il fonce droit sur la carcasse, indifférent à l'odeur des prédateurs plus imposants. Avec ses mâchoires d'acier, il déchire la chair gelée avec détermination. L'air est chargé de ses grognements tandis qu'il se nourrit, sans se laisser intimider par le retour possible des loups, ou par la volonté de l'ours de reprendre sa proie. C'est arrivé à maintes reprises. Et maintes fois, contre toute attente, le carcajou a tenu bon, bondissant, grognant, mordant, refusant de se rendre même face à des ennemis 10 fois plus gros que lui. Sa faim est infinie, son courage inégalé. On raconte souvent qu'il emporte des proies bien plus grosses qu'eux, ou qu'il escalade des crêtes enneigées lors de tempêtes où aucun autre prédateur n'ose s'aventurer. Solitaire par nature, il parcourt de vastes territoires à la recherche de nourriture, parcourant parfois 30 km en une seule nuit sur des terrains qui mettent à mal des animaux plus petits. Mais le carcajou n'est pas seulement un guerrier, c'est un survivant d'une rare ruse. Il cache de la nourriture sous les bancs de neige pour y revenir plus tard, déjouant souvent même le flair des loups. Et là où les miettes sont trop rares pour se battre, il doit se montrer plus malin que plus puissant. Au-dessus de nos têtes, une forme sombre fond sur nous, ailes noires étincelantes, le regard perçant de faim. Le corbeau est arrivé comme toujours, prêt à harceler, à distraire, à voler. Tandis que le carcajou déchire la chair gelée, le corbeau se perche à proximité, attendant sa chance. Leur danse est étrange, celle du charognard intrépide du sol de la forêt et du filou des cieux. Et ainsi, tandis que le carcajou déchire les os, un autre prédateur observe d'en haut, les ailes déployées, intelligent et opportuniste, le corbeau. La nature sauvage de l'Alaska est couronnée d'hiver comme une couronne de glace. Le ciel est pâle et implacable, tendu sur un paysage où la survie est soumise au gel et à la faim. Dans le silence des rivières gelées et des épicéas chargés de neige, une voix perce, rauque, gutturale, reconnaissable entre toutes. Le corbeau. Noir comme l'obsidienne et luisant comme la pierre humide, le corbeau dessine une silhouette nette sur l'étendue blanche. Ses ailes battent avec assurance, glissant avec aisance sur les courants d'air glacés. Depuis des siècles, le folklore autochtone présente le corbeau à la fois comme un créateur et un farceur, une ombre à plumes, à l'esprit plus vif que le froid lui-même. Et ici, sur les terres impitoyables de l'Alaska, ces histoires sont plus que des mythes. Ce sont des vérités. Une carcasse gît à moitié enfouie sous la neige, les restes d'un élan abattu, réclamé par les loups la veille. Les loups sont partis, le ventre gonflé, leurs traces s'adoucissant déjà sous les flocons. Mais les corbeaux se souviennent. Ils se souviennent toujours. L'œil vif, à l'affût d'une opportunité, un oiseau fond sur lui-même et se pose sur les côtes gelées. Son bec martèle déchire les tendons, arrachant les lambeaux laissés par les chasseurs. Bientôt, d'autres arrivent, leurs ailes vacillant comme des éclats de feu noir dans leur descente. Les corbeaux ne sont pas de simples charognards. Ce sont des stratèges qui interprètent le paysage comme un échiquier. Souvent, ils suivent les meutes de loups pendant des jours, les traquant silencieusement jusqu'à la fin de la chasse. Lorsque les loups s'approchent pour tuer, les corbeaux tournent au-dessus d'eux, observant, attendant, anticipant le festin. Ils sont les compagnons des prédateurs, pas seulement des parasites. Les loups tolèrent leur présence, peut-être même en profitent, car leurs cris aigus peuvent les alerter d'un danger ou d'une proie. Observez attentivement.
Un corbeau bondit hardiment vers le flanc gelé de l'élan. Il tire sur un lambeau de chair trop récalcitrant pour céder. Un autre s'approche furtivement, la tête penchée, les plumes gonflées comme par moquerie. Ce sont des voleurs, certes, mais aussi des comédiens, qui mettent à l'épreuve la patience de leurs congénères. Le premier corbeau lâche prise brusquement et le second se jette sur lui, trébuchant dans la neige. Un croassement rauque retentit, rauque, mais étrangement joueur. Leur intelligence est palpable, leur malice indéniable. Ailleurs, un renard s'approche, attiré par l'odeur de viande. Les corbeaux l'aperçoivent avant même que le renard ne réalise qu'il est observé. Ils s'élèvent ensemble dans un tourbillon d'ailes, décrivant des cercles juste au-dessus de ses oreilles, poussant des cris rauques et moqueurs. Le renard claque l'air, irrité. Il s'élance, mais les corbeaux sont plus rapides, toujours un pas devant, piquant pour picorer, puis sautant en arrière pour se mettre en sécurité. La carcasse leur appartient, du moins pour l'instant. Dans ce théâtre glacé, le corbeau est à la fois acteur et metteur en scène, façonnant le drame avec ruse et audace. Là où d'autres animaux survivent, le corbeau prospère en contournant les règles, en déjouant ses rivaux et en trouvant l'abondance dans la rareté. Chaque plume brille de défi, chaque cri résonne de l'ingéniosité de la survie. L'étendue gelée de l'océan Arctique s'étend à perte de vue, sa surface fracturée par des plaques de glace déchiquetées. Sous ce plafond gelé se cache l'un des chasseurs les plus rusés que la nature ait jamais engendré. L'orque ou orque. À l'œil nu, ils apparaissent élégants, leurs corps noirs et blancs élancés, fendant l'eau glaciale tels des traits d'encre sur une toile bleue. Mais sous leur beauté se cachent un calcul brut, une intelligence affinée au fil des millénaires, et un appétit qui les place au sommet de la chaîne alimentaire océanique. Contrairement aux prédateurs solitaires terrestres, les orques sont maîtres de la coopération. Ce sont les loups des mers, unis par des liens familiaux et aiguisés par la stratégie. Chaque groupe se déplace comme un organisme unique, chaque membre étant à l'écoute des signaux des autres, chaque mouvement étant délibéré. Et lorsqu'ils chassent, la mer elle-même devient leur arme. Sur une banquise à la dérive, un phoque solitaire se prélasse sous le pâle soleil arctique, inconscient des formes silencieuses qui se rassemblent en contrebas. L'eau s'agite. Une nageoire dorsale se fend vers le haut, puis une autre encore. Un groupe entier encercle la glace. Les orques commencent à générer des vagues, agitant la mer en vagues déferlantes. L'une après l'autre, elles chargent en synchronisme, leurs forces combinées provoquant des secousses sur la banquise. Le phoque se débat, ses griffes grattant la glace, mais le rythme des vagues devient inexorable. Finalement, la plateforme se brise et le phoque bascule dans l'eau, un royaume d'où toute fuite est impossible. En quelques instants, l'océan s'assombrit et la chasse prend fin. Mais les orques ne se limitent pas aux phoques. Leur pouvoir s'étend aux plus grandes créatures ayant jamais vécu. Même les grandes baleines, titans des profondeurs, doivent surveiller leurs baleineaux avec vigilance. Lorsqu'elles attaquent, elles exploitent la faiblesse, isolant les plus vulnérables du troupeau. Elles poursuivent sans relâche, coupant les voies de fuite, épuisant leur proie jusqu'à ce que le dénouement soit inévitable. C'est une efficacité impitoyable, non motivée par la malice, mais par la survie. Dans l'océan gelé, chaque calorie compte, chaque chasse doit réussir. Ce qui distingue les orques, ce n'est pas seulement leur force, mais aussi leur adaptabilité. En Arctique, elles exploitent la glace. En haute mer, elles rassemblent les bancs de poissons en boules serrées, les étourdissant de puissants coups de queue avant de se régaler. Elles ont même recours à la tromperie. Certains groupes ont été vus feignant l'indifférence pour donner à leur proie un faux sentiment de sécurité. C'est l'intelligence à son apogée, un esprit aussi dangereux que les dents qu'ils possèdent. Au-dessus de l'eau, les mouettes tournoient avec impatience, leurs cris résonnant sur les vagues glacées. Elles aussi comprennent le taux de réussite des orques, qui fondent pour s'emparer des restes laissés sur place. Dans ces mers gelées, rien ne se perd. La présence de l'orque est à la fois impressionnante et terrifiante. Elle nous rappelle que l'océan, sous sa façade scintillante, est le théâtre de jeux de pouvoir incessants. Et ici,
L'orque règne en maître incontesté des eaux arctiques, sculptant la vie et la mort avec précision. Mais la mer n'est pas le seul terrain de jeu des prédateurs. Le long des rivages, là où les vagues s'écrasent contre les côtes rocheuses, un autre chasseur marin émerge. Moins vaste, ni aussi stratégique que l'orque, mais redoutable lui aussi. Ici, l'Otari revendique son royaume. Le long des côtes escarpées de l'Alaska, où des falaises déchiquetées plongent dans les eaux glacées du Pacifique, un chœur tonitruant résonne sur les vagues. Des rugissements profonds et gutturaux s'élèvent des rochers tels des cornes de brume. Ce ne sont pas les cris des baleines, mais ceux des otaries de Steller, ces imposants pinnipèdes dont la seule présence attire l'attention. Avec leur masse imposante et leur prestance imposante, les mâles, appelés mâles, peuvent peser plus d'1 tonne. Leurs corps massifs sont blindés d'épaisses couches de graisse, véritables boucliers biologiques contre les courants glacés. Dans l'eau, ils se déplacent avec une grâce surprenante, glissant sous les vagues tels des ombres, leur corps élancé fendant les vagues. Mais sur terre, leur force prend une autre forme. Sur ces bancs rocailleux, la puissance est primordiale. Les taureaux s'élèvent tels des gladiateurs dans une arène naturelle, le torse bombé et la crinière hérissée. Ils s'affrontent avec une force à vous faire trembler les os, bondissant en avant, gueules ouvertes et dents découvertes qui scintillent dans les embruns. Les combats sont brutaux et primitifs, décidés non seulement par la force mais aussi par l'endurance et la volonté pure. Chaque vainqueur gagne plus que la domination. Il gagne le droit de régner sur un harem de femelles, transmettant sa lignée dans cette lutte ancestrale écrite à travers les marées. Malgré leur puissance, les otaries vivent dans un monde où la force et la vulnérabilité sont en équilibre. Dans l'océan, ce sont des chasseurs rapides, attaquant les bancs de poissons et plongeant en profondeur à la poursuite de harengs, de saumons et de calmars. Elles peuvent disparaître sous les vagues pendant quelques minutes, ne refaisant surface que lorsque leurs poumons l'exigent. Mais une fois de retour sur le rivage, leur puissance diminue. Les plages qui servent de nurserie à leurs petits les exposent également au danger. Les petits trébuchent maladroitement sur les rochers glissants, poussant des cris stridents qui peuvent attirer des prédateurs affamés. Un faux pas, et une jeune otarie peut devenir une proie à son tour. La colonie est un spectacle vivant. Les mères allaitent leurs petits, tout en surveillant les vagues avec méfiance. Les jeunes s'affrontent en imitant les mâles, inconscients des combats à mort qui les attendent dans les années à venir. L'air est chargé de bruit. Les grognements des mâles, les bêlements des petits, le fracas des vagues contre les rochers. C'est un royaume bâti sur le bruit et le chaos, mais régi par un ordre clair. Le plus fort règne en maître. Mais chaque royaume a ses failles. Les otaries dominent peut-être les côtes rocheuses, mais elles ne sont pas sans adversaires. Des profondeurs surgit l'ombre de l'orque, un chasseur doté de l'intelligence et de la précision nécessaires pour percer même ces bastions côtiers. Et d'en haut, les pigargues à tête blanche tournent en rond, guettant l'occasion de dérober un petit laissé sans surveillance. La puissance des otaries ne réside que là où la vigilance ne faiblit jamais. Et pourtant, au milieu du bruit et des clameurs de ces bêtes colossales, un autre chasseur du littoral prospère en silence. Plus petit, plus furtif et infiniment inventif, ce n'est pas la puissance mais l'intelligence qui assure sa survie. Ces mêmes plages sont surveillées par les agiles chasseurs-cueilleurs des forêts de Varech, les loutres de mer. L'océan Pacifique Nord regorge de contrastes, ces eaux glaciales regorgeant de quelques-uns des survivants les plus spécialisés au monde. Parmi eux, l'un des mammifères marins les plus attachants et redoutables de la nature, la loutre de mer. À première vue, la loutre semble presque joueuse, se balançant doucement sur les vagues, sa fourrure luisant comme du velours sombre sous le soleil froid.
Mais derrière ses yeux ronds et son visage barbu se cache un prédateur parfaitement adapté pour prospérer là où d'autres peinent. Contrairement à la plupart des mammifères marins, les loutres de mer ne dépendent pas de leur graisse pour se réchauffer. Elles sont enveloppées dans la fourrure la plus épaisse du règne animal, près d'1 million de poils par centimètre carré. Cette isolation miraculeuse emprisonne de minuscules bulles d'air, formant une combinaison étanche qui les protège des eaux qui, autrement, pourraient les priver de leur chaleur corporelle en quelques minutes. Chaque instant de leur journée dépend de l'entretien de cette fourrure. Elles se toilettent sans relâche, se tordant et se roulant dans les vagues, soufflant dans leur pelage pour restaurer les poches d'air perdues. Pour elles, la propreté n'est pas une question de vanité mais de survie. Mais l'isolation seule ne suffit pas. Les loutres de mer brûlent des quantités extraordinaires d'énergie, consommant chaque jour un quart de leur poids en nourriture. Pour répondre à ces besoins, elles ont développé une compétence inégalée dans le monde marin, l'utilisation d'outils. Dérivant à travers des forêts de varech, une loutre choisit sa proie, un oursin épineux, une palourde tenace ou un crabe à carapace dure. Ces morceaux blindés viendraient à bout de la plupart des prédateurs, pas la loutre. Avec une aisance experte, elle arrache une pierre lisse du fond marin, la tenant en équilibre sur sa poitrine comme une enclume. Flottante sur le dos, elle martèle la coquille encore et encore, provoquant des craquements aigus qui résonnent dans les vagues. Finalement, la coquille cède, et le festin commence. Peu d'animaux sauvages manient les outils avec autant d'habileté, et pour la loutre de mer, cette ingéniosité fait la différence entre la faim et la survie. Tout aussi remarquable est leur rôle de gardien de l'équilibre. Dans les vastes prairies sous-marines du Pacifique, les forêts de varech s'étendent vers la lumière, formant des nurseries pour les poissons, des sanctuaires pour les oiseaux marins et des barrières qui adoucissent la fureur des tempêtes côtières. Mais ces forêts vivent sous le siège constant d'armées d'oursins. Sans prédateurs pour les contenir, ces brouteurs épineux peuvent faucher des bancs entiers de varech jusqu'à les réduire en terres désolées, appelées terres stériles à oursins. C'est la loutre qui se nourrit sans relâche d'oursins, qui contrôle cette destruction. Ce faisant, elle préserve non seulement sa propre survie, mais aussi celle d'innombrables espèces qui vivent dans l'étreinte du varech. Et pourtant, malgré leur importance écologique, les loutres font preuve d'une tendresse rare à l'état sauvage. Les mères bercent leurs petits sur leur ventre, les enveloppant de brins d'algues pour les empêcher de dériver. Pendant que la mère plonge pour chasser, le petit flotte en toute sécurité à la surface, couinant doucement jusqu'à son retour. C'est un lien fragile et intime qui assure la survie d'une espèce menacée d'extinction pour sa fourrure luxuriante. Autrefois réduites à quelques milliers d'individus, les loutres de mer ont connu une fragile reconstitution dans certaines parties de leur aire de répartition. Mais leur survie est loin d'être assurée. Les marées noires, l'enchevêtrement dans les engins de pêche et le changement climatique constant menacent la stabilité des forêts de varech qu'elles protègent. Pour l'instant, tandis qu'elles roulent et dégringolent dans les algues, martelant les coquillages et toilettant la fourrure, les loutres de mer continuent leur délicate danse de survie, minuscules gardiennes de vastes écosystèmes océaniques. Mais alors que les loutres prospèrent près des eaux peu profondes, leur nature prudente les éloigne des eaux plus profondes, où les ombres glissent silencieusement et où les requins rôdent. Dans les eaux glaciales du Pacifique Nord, où les courants glacés de l'Alaska bouillonnent de vie, une ombre glisse silencieusement sous la surface. Élégant, musclé et armé de rangées de dents dentelées, le requin saumon est un prédateur taillé pour la vitesse et la précision. Contrairement à ses cousins tropicaux, ce requin prospère là où l'eau est mordante et froide, régnant sur un royaume que la plupart des poissons ne peuvent supporter.
Son corps témoigne de sa maîtrise. Plus petit et plus trapu que l'emblématique grand requin blanc, le requin saumon possède une arme secrète, l'endothermie régionale. Cette capacité remarquable lui permet de réchauffer ses muscles et ses organes centraux, conservant ainsi une vitesse et des réactions que peu de prédateurs d'eau froide peuvent égaler. Là où d'autres poissons hésitent dans le froid, le requin saumon s'élance avec une force implacable. Un banc de saumons, leurs corps argentés scintillent dans la faible lumière turquoise. Ils se déplacent à l'unisson, tel un mur de vie scintillant remontant la rivière pour frayer. Mais en contrebas, le chasseur attend. L'ombre dorsale sombre du requin se confond avec les profondeurs, invisible jusqu'à ce qu'il frappe. D'un sursaut soudain, il bondit vers le haut, tranchant le banc comme une lame dans la soie. Le chaos éclate tandis que les poissons se dispersent dans toutes les directions, leur queue s'agitant, leurs écailles flottant comme de la neige dans le courant. Pour le requin saumon, il s'agit de plus qu'une simple chasse. C'est une question de survie, ancrée au cœur du Pacifique. Chaque été, alors que les saumons reviennent de leurs voyages océaniques pour frayer dans les rivières côtières, les requins se rassemblent à leur poursuite. C'est un festin saisonnier, un spectacle grandiose de la nature, où prédateurs et proies se livrent à un rituel aussi ancien que les marées elles-mêmes. Mais l'appétit du requin ne se limite pas au saumon. On y trouve également du harengue, du calmar et même des requins plus petits. Avec sa mâchoire garnie de dizaines de dents acérées, capable de déchirer la chair en lambeaux, le requin saumon nous rappelle que sous les eaux froides et cristallines se cache un champ de bataille tout aussi brutal que les savanes africaines. Un requin bondit, mâchoires ouvertes, tandis qu'un saumon se contorsionne désespérément dans une ultime tentative de libération. L'eau explose en une écume blanche, des gouttelettes suspendues dans les airs, avant de s'écraser en silence. Un saumon solitaire dérive, sans vie, réclamé par le chasseur implacable de la mer. Pourtant, malgré son efficacité redoutable, la vie du requin saumon n'est pas sans danger. Les requins de plus grande taille se disputent le territoire. Les pêcheries le considèrent parfois comme un rival indésirable, réduisant ainsi le nombre de saumons destinés aux filets humains. Et dans la hiérarchie océanique, même le requin saumon doit s'incliner devant des puissances supérieures, car dans ces mêmes eaux patrouillent les véritables souveraines des mers, les orques. Maîtresses de la stratégie, de la coordination et de la force brute, les orques sont connus pour cibler les requins, les renversant pour provoquer un état de paralysie, puis les dévorant avec une précision chirurgicale. Face à un tel génie, même le rapide requin saumon a peu de chance. Le cycle est complet. Du plus petit saumon au requin rusé jusqu'à l'épaulard suprême, chaque créature joue son rôle dans l'éternel drame de la survie. Dans ces eaux, le pouvoir n'est jamais absolu. Même le chasseur doit un jour affronter la chasse. L'Arctique est un royaume de silence. La neige s'étend à perte de vue, la glace gémit en crevasses cachées et l'air froid brûle les poumons. Dans ce vide glacé, une figure domine tout, l'ours polaire. Une créature si massive, si parfaitement taillée pour ce monde, qu'elle est moins un animal qu'une incarnation ambulante de l'Arctique lui-même. Pesant jusqu'à 680 kilos et dépassant la plupart des hommes sur ses pattes arrière, l'ours polaire est incontestablement le poids lourd de la banquise. Sa fourrure blanche n'est pas vraiment blanche mais translucide, se courbant et diffusant la lumière pour se camoufler parfaitement dans la neige et le givre. Sous cette fourrure se cache une épaisse couche de graisse, un isolant qui permet à ce titan de résister à des eaux glacées qui tueraient la plupart des autres prédateurs en quelques minutes. Même ses pattes sont conçues pour la survie. De larges coussinets fourrés font office de raquettes sur la glace dérivante et de puissantes rames dans les mers glaciales. La vie de l'ours polaire est une chasse sans fin. Sa cible principale ? Les phoques. Patiemment, il attend près des trous d'air creusés dans la glace, immobile pendant des heures, parfois même des jours. L'ours écoute, le museau levé, les muscles contractés, jusqu'à ce qu'enfin, un léger frémissement, une tête barbue, apparaissent. D'un seul coup dévastateur, la patte de l'ours s'abat, et la chasse prend fin avant même que le phoque ne se rende compte du danger.
Une seule proie réussie peut nourrir un ours pendant des semaines, mais un échec signifie de nouvelles journées de faim et d'errance sur la glace. Un ours polaire avançant sur la banquise brisée, son souffle brouillé par le froid, suivi de près par 2 minuscules oursons. L'image est à la fois impressionnante et déchirante, un chasseur et un parent portant le poids de la survie pour la génération suivante. Mais l'Arctique est en pleine mutation. Là où autrefois la banquise s'étendait à perte de vue, le réchauffement des mers la fait fondre plus tôt et plus vite chaque année. L'ours polaire est contraint de parcourir de plus longues distances, parfois plus de 100 km d'affilée, à la recherche de glace solides et de nourriture. Nombre d'entre eux n'y parviennent pas. Les oursons, en particulier, luttent contre l'épuisement et la noyade. Pour le plus grand prédateur du Nord, la survie ne se résume plus à attraper des proies. Il s'agit d'échapper à l'effondrement de son monde gelé. Malgré leur domination, les ours polaires ne sont pas invincibles. Un ours affamé pille les colonies d'oiseaux, pille les carcasses de baleines et s'aventure même à s'approcher des habitations humaines en quête de calories. Certains ours traquent les troupeaux de morses ou s'affrontent pour des restes de nourriture, des combats qui mettent à rude épreuve leur immense force. Et bien qu'ils dominent la banquise, la faim les pousse parfois à des affrontements désespérés où la frontière entre prédateurs et charognards s'estompe. Mais ce qui rend l'ours polaire inoubliable, c'est sa dualité. La férocité d'un prédateur dominant contrebalancée par la tendresse d'un parent. Les mères, farouchement protectrices, guident leurs oursons sur des terrains périlleux, leur apprenant à chasser, à nager et à endurer. Les observer avancer ensemble dans la toundra, c'est comme contempler des monuments vivants se mouvoir dans un monde en voie de disparition. Ils comptent aussi, paradoxalement, parmi les habitants les plus fragiles de l'Arctique. Leur survie est liée à la banquise, et à mesure que celle-ci disparaît, leur avenir disparaît également. Ainsi, l'ours polaire est devenu plus qu'un prédateur. Il est un symbole, un rappel vivant des enjeux de la lutte pour la préservation de l'Arctique. L'ours polaire est le survivant ultime de l'Arctique, mais aussi son emblème le plus vulnérable. Il incarne la force mais aussi la fragilité, preuve que même le plus grand chasseur peut être anéanti lorsque le sol sous ses pieds disparaît. Mais même dans ce royaume de géants, tous les chasseurs ne dominent pas leur proie de haut. Dans la même toundra glacée prospère un prédateur plus petit et plus rapide qui survit non pas par sa force mais par sa ruse. C'est là qu'intervient le renard arctique. Dans le silence glacial de la toundra, la survie appartient à ceux qui savent déjouer le froid. Et aucune créature n'incarne autant l'adaptabilité que le renard arctique. Petit, rapide et rusé, il prospère dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, où les températures chutent jusqu'à -50°C et où la nourriture est toujours rare. Contrairement à la force brute des ours polaires ou à la rapidité des loups, le renard s'appuie sur son intelligence. Sa fourrure, dense, épaisse et changeante, est sa première arme. En été, son pelage se teinte de brun et de gris, se fondant harmonieusement avec les rochers nus et la mousse de la toundra. L'hiver venu, il se transforme en un blanc fantomatique, disparaissant dans les congères. Le camouflage, en Arctique, est une question de vie ou de mort. Mais même avec un déguisement parfait, le renard doit travailler sans relâche pour chaque repas. Sa proie préférée, les minuscules lemmings qui vivent sous la neige. Ses oreilles, affûtées comme un radar, lui permettent d'entendre le moindre grattement sous la glace. Soudain, il se fige, penche la tête et bondit haut dans les airs avant de plonger le nez dans la poudreuse. Parfois, il en ressort triomphant avec un repas frétillant, parfois avec rien d'autre que le visage couvert de givre. Pourtant, la persévérance est payante. Les années où les populations de lemmings explosent, les populations de renards augmentent également.
Mais ce prédateur est aussi opportuniste. Lorsque la nourriture se fait rare, le renard fouille sans vergogne, flayant les restes de nourriture des loups, des aigles de mer ou même des ours polaires. D'ailleurs, il suit souvent le grand ours blanc sur la banquise, attendant patiemment les restes d'une carcasse de phoque. L'ours fait le gros du travail, le renard ramasse les restes. Ce partenariat n'est pas le fruit d'un choix, mais d'une nécessité de survie. L'ingéniosité du renard arctique ne se limite pas à la chasse et à la récupération. Il cache de la nourriture sous la neige, stockant des morceaux pour les périodes plus difficiles. Un seul renard peut cacher des centaines d'œufs, de baies ou de restes de nourriture pendant l'été, créant ainsi un garde-manger gelé capable de survivre au long et sombre hiver. Bien que ce renard paraisse fragile, il est farouchement territorial. Les couples défendent des tanières utilisées depuis des siècles, se les transmettant de génération en génération. Certaines de ces tanières sont de vastes réseaux de tunnels creusés dans la terre gelée, percés de dizaines d'entrées. Pourtant, les ennemis du renard sont aussi nombreux que ses ruses. Aigles royaux et harfang des neiges fondent sur lui, les loups n'hésitent pas à en capturer un, et le froid arctique lui-même est toujours à l'affût, toujours à l'affût. Même sa chasse comporte des risques, s'attarder trop près d'un ours polaire, et un repas gratuit peut devenir votre dernière erreur. Pourtant, le renard arctique survit. Il est petit, mais c'est un survivant. Il prospère sur une terre où les géants trébuchent, où même l'ours polaire peut mourir de faim. Et dans le cycle incessant du chasseur et de la proie, il joue les deux rôles. Un renard à poil blanc bondit dans la neige épaisse, bondissant, puis trottant fièrement, un lemming suspendu à sa gueule. Plus tard, il se cache derrière un ours polaire, s'élançant pour lui arracher un morceau de graisse. Mais le renard n'est pas seul dans sa lutte pour la survie. Dans l'Arctique, où le silence règne et où les tempêtes obscurcissent l'horizon, un chasseur prospère grâce à sa quasi-invisibilité. Le harfang des neiges. Drapé dans un manteau de plumes blanches, il est à la fois un fantôme et un prédateur, se fondant harmonieusement dans le monde gelé. Seuls ses yeux jaunes perçants trahissent sa présence, brillant tels deux soleils sur la neige infinie. Les harfangs des neiges sont des maîtres de la furtivité. Leurs battements d'ailes sont presque totalement silencieux, grâce à des plumes spécialisées qui atténuent le bruit. Contrairement à de nombreux oiseaux de proie qui comptent sur la surprise, le harfang des neiges pousse l'invisibilité à un niveau supérieur, attendant, immobile, le moment précis pour frapper. Lorsqu'il frappe, c'est comme un éclair traversant la toundra. Leur régime alimentaire est d'une simplicité trompeuse, mais vitale. Un seul hibou peut consommer plus de 1600 lemmings en un an. Les rongeurs comme les lemmings et les campagnols constituent l'essentiel de leur alimentation, mais les harfangs des neiges ne sont pas difficiles. Ils s'attaquent volontiers à des lièvres arctiques, des oiseaux marins, des canards et même des poissons si l'occasion se présente. Les années où les proies se font rares, ils parcourent de vastes distances, parfois jusqu'au nord des États-Unis, suivant leur nourriture avec un instinct infaillible. Et pourtant, malgré leur élégance, la vie ici est impitoyable. Élever ces jeunes est un pari risqué, entièrement tributaire des populations de lemmings. Lors des bonnes années de lemmings, les harfangs des neiges peuvent élever jusqu'à 11 poussins, l'une des plus grandes couvées de rapaces. Mais lors des années creuses, lorsque le cycle des lemmings chute, les hiboux peuvent renoncer complètement à la reproduction. Pour eux, le timing est primordial. Les harfangs des neiges sont fascinants. Imaginez-en un perché immobile pendant un blizzard, les plumes gonflées pour se protéger, à peine distinguables des congères environnantes. Puis, avec une grâce soudaine, il s'élance, ailes déployées, serres acérées, survolant la toundra à ras de terre avant de disparaître à nouveau dans le voile blanc. Pour les proies, c'est la mort, emportée par le blizzard lui-même. Malgré leurs adaptations, les harfangs des neiges font face à des défis croissants. Le changement climatique perturbe les fragiles cycles de proies qui les nourrissent, tandis que l'activité humaine fragmente la nature sauvage dont ils dépendent. Leurs ailes silencieuses planent désormais au-dessus d'un paysage de plus en plus incertain. Mais les harfangs des neiges sont aussi des symboles de résilience. Dans la tradition inuite, ils sont considérés comme des gardiens, des créatures de sagesse et de mystère. Même la culture populaire moderne les a adoptés,
consolidant ainsi leur place parmi les animaux les plus emblématiques de l'Arctique. Ils n'ont peut-être pas la force brute d'un ours polaire ni la ruse des loups, mais les harfans des neiges prospèrent grâce à un mélange de discrétion, de patience et de détermination. Ils sont la preuve que dans l'Arctique, la survie n'est pas toujours une question de taille ou de domination, mais parfois de maîtrise du silence et du timing. La forêt s'éclaircit et, dans ces clairières ombragées, deux prédateurs s'affrontent sur un terrain disputé. D'un côté, la force brute, l'ours. De l'autre, la persévérance implacable, le loup. Tous deux sont des chasseurs hors pair, mais le plus souvent, ils sont rivaux plutôt que des ennemis. L'ours commande avec puissance, véritable forteresse ambulante de fourrure et de griffes. Les loups ripostent avec ce qu'ils ont toujours maîtrisé, l'unité. Une meute est plus qu'une famille. C'est une question de stratégie, de discipline et de mordant en parfaite synchronisation. L'hiver, quand la faim ronge chaque créature, est le moment où la rivalité est la plus vive. Une meute de loups abat un caribou. Leur hurlement résonne dans la vallée, signe de triomphe. Mais c'est aussi un phare pour les autres. De la lisière des arbres, un grizzly surgit, le nez frémissant à l'odeur du sang. Les loups se hérissent, s'élancent, le corps bas, les dents claquant sur le géant. Mais contre une demi-tonne de muscles, l'affrontement direct est impossible. L'ours frappe une seule fois, et un loup jappe, évitant de justesse le désastre. Pourtant, la meute n'est pas brisée. Ils tournent en rond, implacables, testant, harcelant, à la recherche de la faiblesse. Cette danse peut durer des heures. Parfois, les loups épuisent l'intrus, forçant l'ours à battre en retraite. D'autres fois, leur courage s'effondre sous l'intimidation et l'ours se régale. Ce qui est remarquable, ce n'est pas qui gagne, mais ce que cela révèle. La puissance face à la persévérance, la force face à la coopération. L'ours compte sur sa présence. Les loups comptent sur leur patience. Ensemble, ils incarnent l'équilibre de la nature. Aucun des deux ne peut véritablement dominer l'autre, car la nature sauvage ne favorise aucun camp très longtemps. Lors de ces affrontements, il n'y a pas de vainqueur évident. Parfois, les loups l'emportent par leur obstination, récupérant suffisamment de viande pour maintenir la meute en vie. D'autres fois, l'ours réclame son tribut, comme s'il exigeait un tribut pour sa domination. Et parfois, lors de rares trêves tendues, les deux mangent, chacun se méfiant de l'autre, sans se tourner le dos. De telles rivalités nous rappellent que les prédateurs ne sont pas de simples chasseurs de proies. Ils sont en compétition les uns avec les autres, engagés dans des luttes qui façonnent des écosystèmes entiers. Le loup affine ses tactiques grâce à l'ours. L'ours s'enhardit en sachant que des meutes rôdent à proximité. Les prédateurs façonnent les prédateurs autant qu'ils façonnent les proies. Ce n'est pas la guerre. C'est une coexistence, violente, fragile, mais essentielle. Car sans la domination de l'ours, les loups s'étendraient sans entrave. Sans la pression des loups, les ours organiseraient des festins sans être attaqués. Ensemble, ils maintiennent l'équilibre. Et pourtant, aussi féroces que soient ces duels terrestres, il existe des lieux où les rivalités prennent une ampleur encore plus grande. Des lieux où les prédateurs se rencontrent non pas dans les forêts ou la toundra, mais dans l'immensité et la mouvance de la mer. Mais parfois, ce n'est pas sur terre que se déroulent les plus grands affrontements. Car lorsque la marée monte et que les vagues rugissent, l'océan offre des confrontations encore plus spectaculaires. Les mers arctiques sont des théâtres de stratégie, et l'un de ces drames les plus captivants se joue entre l'orque et le phoque. Les orques, souvent appelés loups des mers, chassent avec intelligence, esprit d'équipe et une patience effrayante. Leur proie, les phoques, ces pinnipèdes agiles aux yeux écarquillés qui jonglent entre la sécurité changeante de la glace et les dangers des eaux. Le monde des phoques est précaire. Ils se reposent sur la banquise pour mettre bas et se prélasser, sachant pertinemment que l'océan sous leur ventre peut cacher des tueurs. Les orques sont passés maîtres dans l'art d'exploiter cette vulnérabilité. Ils ne se contentent pas de recourir à la force brute, mais emploient des tactiques si sophistiquées
qu'elles ressemblent à des manœuvres militaires. L'une des stratégies de chasse les plus époustouflantes est le sillage des vagues. Un groupe d'orques repère un phoque solitaire perché sur un banc de glace. Au premier abord, le phoque semble en sécurité, soulevé hors de portée par la plateforme gelée. Mais la sécurité est ici illusoire. Les orques plongent en profondeur, prennent de la vitesse et s'élancent ensemble vers le haut, créant une houle déferlante. La force secoue la glace, projetant le phoque terrifié plus près du bord. Une autre poussée coordonnée, et le banc bascule, projetant le phoque dans la mer où il devient quasiment impossible de s'échapper. D'autres tactiques sont tout aussi astucieuses. Parfois, les orques créent des barrières de bulles pour encercler les phoques, ou attaquent par en dessous, les assommant avant même le début de la poursuite. Les phoques réagissent par une improvisation désespérée, se précipitant entre les banquises, remontant sur des plateformes glissantes, ou même sautant sur des icebergs passants, s'accrochant à la survie quelques instants de plus. Les chances, cependant, sont rarement de leur côté. Dans l'eau, la vitesse, le sonar et la coordination d'une orque surpassent largement l'agilité d'un phoque. Pourtant, de temps à autre, un phoque parvient à s'échapper de façon légendaire. On raconte qu'il a sauté sur le dos d'une orque dans une ultime tentative de survie, ou qu'il a grimpé sur des bateaux et des kayaks, tremblants mais vivants. Cette danse mortelle n'est pas seulement une lutte entre prédateurs et proies, c'est une question d'équilibre. Les phoques se nourrissent de poissons et de crustacés, et sans les orques pour contrôler leur nombre, les écosystèmes pourraient sombrer dans le chaos. De même, les orques dépendent de la graisse riche en énergie des phoques pour nourrir leurs corps imposants, en particulier dans les eaux exigeantes de l'Arctique. La rencontre est à la fois stupéfiante et déchirante. Un phoque, les yeux écarquillés sur une banquise, scrute l'horizon. Un groupe de géants noirs et blancs tourne en contrebas, silencieux mais implacable. Puis la houle soudaine, le clapotis et la dure réalité de la survie dans les mers gelées. Ces affrontements mettent en lumière la précision du dessein de la nature. Le phoque, agile et désespéré. L'orque, puissant et intelligent. C'est une relation forgée par la glace et la faim, par la ruse et la peur. Mais la survie dans l'Arctique ne se limite pas à l'eau. Pour les phoques, atteindre la terre ferme devrait être synonyme de sécurité. Pourtant, le littoral révèle un nouveau gant de prédateurs doté de griffes plutôt que de nageoires. Les phoques terrestres sont confrontés à de nouveaux ennemis, les ours. Pour les saumons, la rivière est à la fois leur berceau et leur champ de bataille. Nés dans les eaux calmes et peu profondes, ils dérivent en aval, minuscules alevins, disparaissant dans l'immensité de l'océan. Des années plus tard, certains reviennent, poussés par une attraction ancestrale et irrésistible. Leur corps se transforme, leur couleur flamboie, leurs mâchoires se transforment en armes. Ils nagent à contre-courant avec une détermination implacable, sautant par-dessus rochers et cascades, pour finalement retourner au ruisseau où la vie a commencé. Mais ce pèlerinage n'est pas un retour paisible. Les rivières attendent avec impatience. Les grizzlies se dirigent d'un pas lourd vers les berges, leurs pattes massives suspendues au-dessus des eaux tumultueuses. Pour eux, les saumons sont plus que des proies. Ils représentent leur survie, leur graisse, leurs protéines et l'énergie nécessaire à leur longue hibernation. Avec une précision affinée au fil des générations, les ours attaquent les corps argentés étincelants. Un coup de chance suffit à attirer l'un d'eux sur la rive, sa queue battant désespérément avant que les mâchoires de l'ours ne se referment. Le spectacle est grandiose. Le saut désespéré d'un saumon devient le festin d'un grizzly. Et les ours ne sont pas les seuls à profiter de cette manne. Les pigargues à tête blanche se perchent dans les arbres voisins, l'œil vif, guettant les restes. Les loups émergent de la forêt, scrutant l'air à la recherche de carcasses abandonnées. Même le sol forestier en profite. Les nutriments provenant des carcasses de saumon transportées loin des rivières enrichissent le sol, nourrissant plantes et arbres. Ainsi, un seul saumon nourrit non pas un seul prédateur, mais des écosystèmes entiers. Pour le saumon, la lutte s'arrête ici. Pour la terre, c'est le début de l'abondance. Le choc entre l'ours et le saumon ne se résume pas à une confrontation entre prédateurs et proies, c'est le cycle de la vie rendu visible, brut et sans filtre. Les rivières sont rougeoyantes de poissons migrateurs et les ours s'engraissent, leurs oursons apprenant l'art de la chasse à leur côté. Le sacrifice du saumon nourrit la prochaine génération de géants. Des profondeurs glacées de la mer aux ruisseaux ombragés de la forêt, les saumons transportent l'océan sur terre. Ils sont les prédateurs qui relient l'eau, le ciel et le sol.
Et à travers eux, la nature nous rappelle que la survie n'est jamais un acte solitaire, mais toujours un acte solidaire. Ainsi, le saumon nourrit la terre, reliant tous les prédateurs. Des ours aux oiseaux, des loups aux forêts, leur héritage est la vie elle-même. Imaginez la nature sauvage comme une vaste toile vibrante dont chaque fil tremble au moindre mouvement de prédateur. Du vol silencieux d'un hibou au grondement d'une meute de loups, rien n'existe isolément. Chaque chasseur, aussi redoutable soit-il, n'est qu'un fil de cette tapisserie vivante. Prenons l'exemple de la loutre de mer. Ce petit mammifère, maniant des outils et brisant des coquillages tout en flottant sur le dos, semble inoffensif. Mais si on l'élimine, les forêts de varech s'effondrent, les oursins envahissent la mer et des écosystèmes marins entiers se défont. La prédation de la loutre maintient l'équilibre, prouvant que même les prédateurs gentils sont les gardiens de l'ordre. Passons maintenant aux requins. Froids et puissants, les requins saumons sillonnent les eaux nordiques, leurs corps élancés affûtés pour la vitesse. Ils contrôlent les populations de poissons, éliminant les plus faibles et forçant les bancs à rester résilients. Pourtant, aussi brutaux soient-ils, même eux s'inclinent devant la puissance de l'orque. Ici, prédateur pour prédateur, la hiérarchie se replie sur elle-même, nous rappelant que le sommet n'est jamais permanent. Sur la banquise, l'équilibre est tout aussi fragile. L'ours polaire, monarque incontesté de l'Arctique, parcourt les mers gelées à la recherche de phoques. Mais sa domination n'est pas absolue. Les renards arctiques suivent, récupérant les restes, et les harfans des neiges s'approprient leur part en attaquant rongeurs et lièvres. Même les loups défient les ours lorsque la faim l'exige. Les combats peuvent sembler chaotiques, mais en réalité, ce sont des négociations, chaque espèce poussant, tirant et partageant les ressources d'une terre impitoyable. Les rivalités entre prédateurs ont un objectif plus profond. Des loups testant un grizzly, des orques lavant un phoque sur la banquise ou des ours interceptant un saumon lors de sa remontée, ces affrontements ne sont pas de simples spectacles de survie. Ils sont les rouages d'une machine écologique garantissant qu'aucune espèce n'en domine une autre et que l'énergie circule dans le système. Et les saumons eux-mêmes, ils sont vitaux. Leur migration épique nourrit les ours, les loups, les aigles et même la forêt elle-même lorsque leurs corps nourrissent le sol. Les prédateurs peuvent sembler preneurs, mais en réalité, ils sont distributeurs. Chaque proie redistribue l'énergie, maintenant la toile tendue et intacte. Un cercle géant. Dans un arc, la mer. Dans un autre, la toundra. Puis la forêt, les rivières, la glace. Tous les prédateurs, du petit renard à la baleine géante, contribuent à refermer ce cercle. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie, mais d'un cycle. Aucun chasseur ne règne éternellement, et aucun ne survit seul. Le réseau des prédateurs n'est pas une question de destruction, mais d'équilibre. Les prédateurs façonnent le comportement de leurs proies, stimulent les migrations, sculptent les forêts et même les côtes. Sans eux, les écosystèmes sombrent dans le chaos, les populations de proies explosent et la diversité s'amenuise. Avec eux, la nature sauvage chante en harmonie, chaque note étant affinée par la présence de dents et de griffes. Mais aussi impressionnant que soit cet équilibre, une espèce a franchi le pas. Un prédateur unique en son genre, intelligent, implacable et sans limite. Les humains. Nous ne nous contentons pas de chasser, nous transformons. Les forêts disparaissent, les mers se vident, les climats changent. Contrairement aux loups ou aux requins, nous ne faisons pas que jouer un rôle dans la toile, nous l'étirons, la déformons, parfois la déchirons.
Pendant des millions d'années, la nature sauvage de l'Alaska a fonctionné selon un système aussi vieux que la vie elle-même, où les prédateurs s'épanouissaient et déclinaient dans un équilibre fragile. Mais à l'ère moderne, un autre prédateur est entré en scène. Non pas avec des griffes, de la fourrure ou des crocs, mais avec des machines, des plateformes pétrolières et une empreinte carbone, l'homme. La plus grande menace pour l'Alaska ne vient pas des ours, des loups ou des orques. Elle vient du changement climatique. La banquise fond plus tôt chaque année, privant les ours polaires de leur territoire de chasse. Les glaciers reculent, les rivières à saumon se réchauffent, et les migrations des caribous sont perturbées par les routes et les pipelines. L'équilibre que les prédateurs se sont battus pour maintenir pendant des millénaires est ébranlé par une force qu'aucune griffe ni aucune dent ne peut arrêter. Et pourtant, tout n'est pas que destruction. Les humains peuvent aussi être des gardiens. L'Alaska abrite certaines des plus grandes zones sauvages protégées de la planète. Le parc national de Denali, la réserve faunique nationale de l'Arctique, Katmai et bien d'autres. Les défenseurs de l'environnement se battent pour préserver la propreté des rivières à saumon, réglementer la chasse et préserver les habitats où les loups, les ours et les aigles peuvent encore prospérer. Il y a de l'espoir dans chaque ourson qui survit à son premier hiver, dans chaque meute de loups qui poursuit sa chasse, dans chaque bébé orque qui apprend à nager. Mais l'espoir exige de la vigilance. Car ici, dans la dernière frontière, les prédateurs ont toujours défini la survie. Ils combattent, s'adaptent et endurent. Mais aujourd'hui, leur plus grand défi n'est plus entre eux, c'est nous. Mais qu'en pensez-vous ? Les humains continueront-ils à faire pencher la balance de la nature sauvage de l'Alaska ou apprendrons-nous à prendre du recul et à laisser l'équilibre perdurer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez en savoir plus sur cette nature sauvage, n'oubliez pas de découvrir la vie sauvage des chiens sauvages en Afrique.